Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour ce lundi live, le rendez-vous du bien-être. Ce soir, on va aborder la question des besoins psychologiques. Les besoins fondamentaux. Des besoins fondamentaux, puisque qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, ça fait forcément partie de notre quotidien. En tout cas, ça le devrait, puisque j'espère qu'après ce soir, vous allez tous et toutes admettre que ça fait partie, non pas de quelque chose à rejeter, mais de quelque chose vers lequel il faut aller, parce que ça va vous apporter bien de bonnes choses et de belles choses, parce que c'est là pour régler un petit peu notre fonctionnement et pour un petit peu recadrer les dérives auxquelles on a tendance vers lesquelles aller. Bonsoir, je vois qu'on a du monde, des nouveaux qui sont là. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, ouais. En tout cas, c'est des choses qui me tiennent à cœur. C'est clair, c'est très important parce que, comme je dis souvent, c'est négligé, ce sont des aspects qu'on balaye un petit peu ou qu'on connote de façon un petit peu négative. Et vous allez voir, en tout cas j'espère que vous allez comprendre aussi que c'est pas forcément quelque chose de mauvais, quelque chose qu'il faut refouler, repousser, quelque chose qu'il faut accepter, qu'il faut comprendre surtout, et comprendre le fonctionnement et également les bienfaits. Tu vas peut-être expliquer les besoins, la mauvaise connotation qu'on a aujourd'hui, peut-être mauvaise ou pas, mais c'est vrai que souvent le besoin, on croit que c'est plutôt des choses assez banales. C'est vrai que souvent, besoin, ça veut dire, on dit toujours dans la phrase, les besoins qu'on se crée. Donc forcément, c'est connoté négativement. Ça veut dire qu'on va matériellement acheter des choses dont on n'a pas besoin, justement, des choses inutiles, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la notion de besoin, elle est beaucoup plus large déjà que ça, et beaucoup plus profonde. Alors il y a beaucoup de personnes qui, à juste titre d'ailleurs, font le parallèle entre besoin et désir. C'est vrai que la frontière entre les deux, elle est assez mince. Il y a beaucoup de gens qui ont cherché à expliquer un petit peu la définition d'un terme et de l'autre, de ce terme et de l'autre. Il y a eu Freud, il y a eu Lacan, il y a eu Hobbes, récemment il y a eu Anderson, il y a eu Maslow, on verra. Donc il y a plein de gens qui ont donné un petit peu leur définition. Ce qu'il faut retenir de façon un petit peu simple, facile à retenir, c'est que de toute façon, c'est un besoin, c'est quelque chose que fondamentalement nous cherchons à combler, à poursuivre. Ça c'est indéniable, donc ça il faut l'accepter. C'est un désir profond qu'il faut poursuivre. Pourquoi? Alors on va apprendre un petit peu pourquoi ce soir. Parce que si on passe à côté, on peut aller dans une direction qui est complètement différente de ce qui peut nous convenir. Et c'est là que ça va rejoindre un petit peu l'épanouissement de soi, etc. Parce que ce désir puissant, en fait, puisque c'est ça aussi, c'est pour ça que j'ai dit le sens entre besoin et désir est extrêmement mince, ce désir, en fait, va motiver la façon dont on va agir. Et ça, c'est vraiment là la définition qu'on peut avoir, c'est vraiment un désir qui va motiver la façon dont on va se comporter, quand on va agir, à la fois individuellement, mais aussi, et surtout, et on va le voir tout à l'heure, Sabrina vous expliquera, par rapport à l'environnement et par rapport aux autres aussi. Donc il y aura une dimension par rapport au rapport que l'on a avec les autres. Les besoins sont... Oui. Il faut quand même rappeler que peut-être que le besoin est intrinsèquement lié, donc codifié chez l'être humain. Ça fait partie de nous, c'est pas quelque chose qu'on va j'allais y venir justement. Imaginer. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on dit on se crée des besoins, certes, parce qu'il y a une dimension inutile, on va dire, mais il y en a une autre dimension qui est intrinsèque, qui est nécessaire et surtout qui est personnelle, qui fait partie de nous. C'est des choses qui sont induites par notre nature profonde. Donc il y a plusieurs types de besoins. Il y a des besoins physiologiques, il y a des besoins plus psychologiques.
et sociaux, on détaillera ça tout à l'heure. Et déjà, le besoin physiologique, c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper, hein. Le fait de boire, le fait de manger, le fait de dormir, le fait d'avoir des rapports sexuels, ça, ce sont des besoins physiologiques. Donc, c'est foncièrement ancré dans nos gènes, c'est une nécessité, on ne peut pas faire sans. Et on va voir que c'est ce qui constitue la base, l'équilibre de notre fonctionnement. Tout se ramène à ça, hein, ces besoins physiologiques fondamentaux. On va voir tout à l'heure qu'il y a peut-être une hiérarchisation, un classement, hein, par rapport à la gradation de ces différents besoins, mais celui-là, c'est celui qui nous fera de toute façon revenir à l'essentiel. C'est ce qui fait, vraiment, je le répète, la base de notre génétique. C'est vraiment ce vers quoi ça peut tout bouleverser, quelle que soit l'évolution que l'on peut avoir dans sa vie, quel que soit son épanouissement, son degré de développement, j'ai envie de dire. Le besoin physiologique, il est essentiel, hein. Vous allez vous retrouver dans n'importe quelle situation. Si demain vous n'avez plus de quoi manger, ce besoin va ressortir de façon prégnante puisque votre vie est en jeu. C'est vraiment ce qui guide la façon de se comporter. Alors ça, c'est la partie des besoins physiologiques. Ensuite, à côté de ça, on a des besoins que l'on appelle des besoins psychologiques, et c'est un petit peu, beaucoup même, le sujet de notre live de ce soir. Donc les besoins psychologiques sont à un niveau un peu plus de la psyché, un petit peu plus du mental. Et c'est justement avec ces besoins-là qu'on fait souvent l'amalgame. Qui dit besoin, besoin manger, besoin inutile, mais il y a vraiment des besoins que l'on doit satisfaire parce que aussi, et c'est là que j'insiste bien aussi, ces besoins psychologiques aussi font partie de nous. On va le développer juste après avec Sabrina. Et donc ces besoins psychologiques ont aussi une dimension sociale puisque ces besoins psychologiques nous permettent d'interagir aussi avec notre environnement, mais aussi avec nos pairs, avec les personnes que nous côtoyons. Et ça, que ça soit dans notre travail, que ça soit aussi dans notre vie familiale. Et tout ça structure aussi, donc quelque part, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, qu'ils sont inhérents à notre personnalité, qui sont un petit peu innés. Et le troisième niveau, même s'il y a aussi une dimension psychologique, c'est la dimension un peu plus sociale. Et ces besoins-là vont être créés, alimentés par la façon dont on va fonctionner, la façon dont on va vivre et un petit peu aussi le parcours que chacun va avoir dans sa vie par rapport à l'éducation qu'il va recevoir, par rapport à tous ces aspects appris par rapport à l'acquis, appris dans, comment dirais-je, dans l'environnement dans lequel il paye. Donc, pour éclairer tout ça, on va passer avec une modélisation, on va se baser plutôt sur une modélisation, une théorie. Il y en a eu plusieurs, hein, je vous disais tout à l'heure, ça a commencé il y a fort longtemps, parce que même dans l'Antiquité, hein, on commençait déjà à se baser sur la définition de ces désirs, on appelait ça des désirs, hein, désirs essentiels ou de second ordre. Mais là, du coup, il y a quand même Abraham Maslow qui a établi une théorie, une méthode humaniste. C'est en plus humaniste, et Sabrina va nous parler un petit peu de cette théorie. J'en profite juste avant de te laisser la parole. Réagissez, hein, n'oubliez pas, c'est pas forcément qu'un monologue, donc tout ce que l'on va dire, posez vos questions, même si on n'y répond pas tout de suite, on va y revenir par la suite. Si au cours de notre échange on y répond, tant mieux. Sinon, on se fera un plaisir d'y répondre par la suite, après notre petite explication sur Abraham Maslow et sa pyramide. Oui, donc du coup, les besoins fondamentaux de l'être humain étaient un grand sujet pour des théoriciens qui se veulent humanistes, qui dit finalement que l'humain est vu comme un être fondamentalement bon et qui se dirige vers son plein épanouissement en fait. Donc ça s'appelle un peu l'actualisation de soi, hein. C'est vers vraiment l'importance de la prise de conscience de soi, la prise de conscience en général. Donc le but recherché étant de permettre à tout individu de se mettre en contact avec ses émotions, ses propres émotions et ses propres perceptions, et pour se réaliser pleinement. Finalement, c'est prendre cette conscience sur l'épanouissement personnel. Donc le besoin est une nécessité qui est ressentie. Hein. Il est d'ordre, comme dit Jérôme tout à l'heure, social ou mental, et on tend vers à satisfaire des besoins ressentis finalement. Donc il a mis sur une pyramide, il a théorisé ça sur une gradation
d'une pyramide de 5 étages. Comme il disait, donc, la peur est un besoin de sécurité, la faim est un manque, un besoin de manger. Donc c'est une corrélation entre finalement le symptôme et le besoin, qui correspond. Donc on prend des choses basiques comme ça pour bien comprendre effectivement cette notion de besoin. Le calme que vous recherchez, bon, bah, ça vous dit que c'est un besoin qui est satisfait finalement de sécurité, oui, comme la satiété. Voilà. Quand on se sent un petit peu apaisé de certaines choses, c'est bien souvent parce que ces besoins essentiels sont satisfaits aussi. Hein. C'est quand on a la satiété, hein, c'est une fois que ce symptôme de faim, donc voilà, là il est satisfait, donc ça on en reste aux besoins physiologiques, mais aussi quand on aspire aussi à certains moments à avoir un peu un certain bien-être, etc., c'est que certains des besoins psychologiques que l'on va évoquer sont aussi satisfaits. Exactement, donc ça veut dire que donc si on vraiment on image cette pyramide, hein, donc cette base qui est première, qui est donc primaire, besoin de manger, dormir, respirer, être en bonne santé aussi, effectivement. Et donc elle sera le fondement même de cette évolution des étages suivants au-dessus finalement. Donc pour arriver à cet accomplissement, épanouissement dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la base, c'est les fondations, c'est ce sur quoi tout va se bâtir. Hein. Si votre maison n'a pas les fondations solides, ben forcément, hein, au moindre... Un chômeur, on prend un exemple tout simple aussi, un chômeur qui n'a pas de sécurité au niveau de l'alimentation, il ne pourra pas non plus arriver au deuxième niveau qui est de satisfaire sa sécurité, donc se protéger par rapport au logement, etc. Donc c'est vraiment comprendre ce cheminement-là. Après on va y venir pourquoi on est arrivé sur ces besoins psychologiques sur ce sujet, puisque c'est important de la communication. Hiérarchie des priorités en fait, finalement, c'est ça quoi. Si je ne peux pas satisfaire cette base, ces besoins basiques qui me stabilisent, je ne peux pas aspirer à aller au-dessus parce que c'est pas faisable en fait, hein, c'est sûr. Voilà, base effectivement solide, donc c'est une erreur de construction finalement de soubassement entraînera forcément un effondrement de celle-ci. Donc à chaque étage, de même qu'à chaque étage, une anomalie de construction aura pour effet ou conséquence un effondrement de celle-ci. Donc on ne pourra pas passer à la suite, voire jusqu'au sommet. Donc forcément, la faille elle peut être aussi profonde, elle peut être aussi étendue. Donc n'importe quel niveau finalement peut faire que vous redescendiez ou pas dans cette pyramide-là. Donc il a vraiment expliqué ses besoins primaires, ce besoin de sécurité donc qui est de l'ordre de la santé, qui est de l'ordre de l'emploi, de la sécurisation, être autonome quoi, pour pouvoir vous lancer sur, je ne sais pas, une formation. Voilà, vous avez un bien-être qui est minimal pour pouvoir accéder au troisième niveau, donc aux besoins, on va dire, sociaux, qui est l'appartenance, l'intimité, c'est l'amour, l'amitié, être aimé, etc. des autres, donner de l'amour, de la tendresse aussi. L'estime de soi qui est au quatrième niveau, enfin l'estime, plus précisément l'estime au sens large, effectivement au développement de l'estime de soi qui est très important pour la confiance en soi, etc. Le respect des autres, donc ça aussi c'est intégré dans cette partie estime. Et puis l'accomplissement personnel qui lui est au sommet de cette pyramide. Finalement, on évolue, hein. on part de soi, de ses besoins physiologiques. Petit à petit, on évolue par rapport à son environnement, par rapport aux autres. Et finalement, c'est pour ça que c'est une pyramide, mais quelque part, il y a une dimension cyclique aussi. C'est qu'on revient finalement à soi. Hein. Je pense que vous avez peut-être tous identifié ces différentes phases aussi dans votre vie où finalement, que ce soit à la période de l'enfance, à la période de l'adolescence, ou à la période de jeune adulte, ou en avançant dans la maturité, on arrive à se positionner un petit peu sur ces différentes étapes, sur un peu, ça serait peut-être un chemin de vie, hein, même si c'est pas forcément comme ça, comme Aslo l'a présenté, ça serait un peu comme un chemin de vie qui fait qu'on arrive un petit peu aux différentes étapes de sa vie. Et souvent, pourquoi est-ce qu'on arrive au moment de l'accomplissement, de la recherche de ce besoin d'accomplissement de soi? C'est quand on arrive à un certain âge aussi, parce que finalement, est-ce que c'est pas là qu'on appelle ça la sagesse aussi? Parce que toutes les autres étapes tous les autres besoins ont été comblés, et donc on recherche un petit peu à autre chose. Donc c'est là que ça intervient. Et comme je disais, je rebondis sur ce que tu disais aussi par rapport
à ces failles, finalement, vous pouvez vous apercevoir que même en évoluant comme ça, en grimpant petit à petit dans les différents étages, s'il arrive malheureusement qu'une faille, c'est-à-dire un imprévu de la vie qui peut être plus ou moins important, plus ou moins grave, eh bien, on a tendance à redescendre et à repartir à la base. Vous pouvez très bien avoir une très belle situation. Je pense aux gens peut-être qui ont été touchés par la crise économique suite au coronavirus. On peut très bien avoir une très bonne position dans une société et suite à cette crise économique aussi, on peut très bien se retrouver sans emploi et donc avoir à retrouver ce besoin de satisfaction primaire, à savoir trouver de quoi se nourrir, etc. Donc tout n'est pas, comment dirais-je, à vie, quoi. C'est vraiment une étape et c'est un cheminement. Donc certains ne verront pas, c'est le cheminement propre de l'humain, en fait, de l'homme. Rétrogradation, mais il faut savoir que voilà, on construit, certes, ça marche dans un sens, mais il peut y avoir dégradation des conditions par rapport aux différentes failles que l'on peut rencontrer dans la vie. Ça, donc c'est vraiment besoins, enfin, parler après peut-être de ton cheminement par rapport à comment il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle. Qui a Maslow? Oui. Devenir qui nous sommes. Oui, voilà. Donc l'objectif finalement, c'est bien beau ce modèle-là, mais c'est pour être à l'écoute un petit peu de qui nous sommes en fait. Et c'est ce message que Total Bien-être essaye de délivrer, c'est que finalement, la seule personne qui va pouvoir se positionner, qui va pouvoir faire des choix, qui va pouvoir œuvrer pour vous finalement, c'est vous-même. Donc déjà, il faut réussir à comprendre un petit peu comment on fonctionne, parce qu'il y a des choses auxquelles on pense, et tout un chacun, de toute façon c'est pareil, hein, tout le monde croit que c'est que, mais si on se penche un peu plus profondément, et qu'on analyse un petit peu les choses, on va pouvoir se rendre compte que dans telle situation, effectivement, je ne pouvais pas mettre de mots là-dessus, mais c'était ça. Peut-être qu'à tel moment dans ma vie, peut-être que c'était la satisfaction de tel type de besoin, etc. Alors qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend finalement deux choses. La première, c'est qu'on va pouvoir clairement identifier ce vers quoi on doit tendre, ce qui va nous permettre de nous sentir mieux. Parce que si on arrive à identifier que là, on est sur la poursuite, par exemple, d'un besoin d'accomplissement de soi, eh bien, on va mettre en œuvre des choses pour y arriver. Si on est par contre sur la recherche d'un besoin d'estime de soi, on va pouvoir aussi mettre en œuvre des choses. Des solutions, vous savez, il y en a beaucoup qui existent, mais elles ne peuvent pas s'imposer à vous en fait. On ne peut pas convenir d'un programme standard pour tout le monde parce que chacun est unique. Donc il va falloir, par la compréhension de vos propres besoins, pouvoir tracer cette voie qui va vous correspondre. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que cet apprentissage, cette connaissance des besoins, elle ne va pas simplement s'adresser à vous hein, en tant qu'être humain, elle va aussi s'adresser aux personnes que vous côtoyez. Hein, on parlait tout à l'heure d'interaction avec l'environnement, et cet environnement, même si souvent il est physique, il est aussi constitué de nombreuses personnes, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie, à chaque phase hein, de votre vie. Donc ça va permettre aussi de pouvoir identifier non pas seulement vos besoins, mais les besoins des personnes à qui vous vous adressez. Et là, comme par hasard, comme par miracle, non, il n'y a pas de hasard, comme par miracle, on est en train de se dire, bah tiens, c'est vrai que si j'arrivais à mieux percevoir, à mieux anticiper, à mieux comprendre comment la personne qui est en face de moi agit, réagit, ben peut-être que ça va changer la façon dont je vais pouvoir m'adresser à lui et communiquer. Voilà. C'est sur cette, c'est sur ce fondement de théorie humaniste justement qu'aujourd'hui les managers se focalisent vraiment sur le besoin d'autrui, le besoin des collaborateurs pour communiquer. Et ça se passe aussi dans notre vie. Hein. Donc dès qu'on a besoin de savoir de communiquer avec quelqu'un, c'est bon de savoir de ce dont il a besoin. Peut-être qu'il a besoin de reconnaissance, peut-être qu'il a besoin d'un peu de solitude, il a besoin d'excitation. Et ça va vous faire tilt. Mais c'est vrai que c'est un apprentissage, puisque c'est tout ce qu'on vous dit là, c'est théorique. Dans l'absolu, c'est pas simple en fait de le vivre au final et de le vivre consciemment. Mais c'est un entraînement en fait.
Parce qu'il y a des résistances déjà, c'est ça aussi, il y a des résistances. Soi-même, on est des fois peu enclin à vouloir adopter ce processus-là. Donc déjà, si on arrive à ouvrir un petit peu sa déjà perception, prendre connaissance, s'informer un peu plus davantage sur les réseaux sociaux ou Internet ou via Total Bien-être. Et rien que le fait de pouvoir comprendre, d'essayer de la démarche, d'aller vers cette compréhension de soi et donc des autres, on pourra insidieusement finalement le faire instinctivement, parce que c'est pas forcément tout de suite instinctif, d'autant plus que notre société l'empêche un peu aussi au final, parce qu'on doit boulot, dodo, etc. Donc on oublie aussi tous ces paramètres, on n'a pas envie de faire avec, on n'a pas envie de faire avec l'autre qui est de mauvaise humeur au boulot, la copine qui t'a largué, etc. Donc c'est vrai qu'on ne se pose pas aussi, on prend pas le temps de réfléchir et de vraiment l'appréhender, l'assimiler et pouvoir le mettre en œuvre régulièrement, et c'est l'entraînement aussi. Ça se fera systématiquement et vous pouvez voir les types de personnalités qui sont en face de vous. C'est super, c'est génial de comprendre comment l'autre fonctionne par des types de personnalités, de types de communication, de types de besoins qu'il a. Vous allez voir que c'est super facile, en fait, c'est easy. Et c'est beaucoup plus satisfaisant finalement aussi, parce que là tu éclaires aussi un point satisfaisant de la communication, donc c'est notre vrai problème aujourd'hui. Et tout ça, de toute façon, ça va dans le sens du bien-être aussi, parce qu'une fois qu'on a compris ça, ça résout ce qu'on appelle communément beaucoup les problèmes. Je prends encore l'exemple du travail, parce que pour moi, c'est là où se situe le plus... voilà, on se vend beaucoup de temps, mais contrairement aux membres de la famille, etc., on est souvent obligé à la fois de collaborer avec des gens qui on n'est pas obligé de s'entendre non plus, et souvent on est soumis à une hiérarchie qui exige de nous des choses qui ne vont pas dans le sens de la satisfaction des besoins que l'on a identifiés tout à l'heure. Donc on va faire un petit jeu. On va faire un petit jeu parce que on a un petit modèle à vous proposer, et là tout de suite vous allez pouvoir peut-être, même si c'est pas très joli, mais catégoriser les gens que vous avez pu croiser dans votre vie, soit vos proches, soit vos collègues de travail, etc. Donc on va vous donner 4 modèles tirés de l'analyse transactionnelle d'Eric Berne, et vous allez essayer d'identifier rapidement, vous allez voir, les rapports que vous pouvez entretenir avec plusieurs types de personnes. Alors soit, pour faire plus simple, on va vous placer en premier. Donc le premier signe qu'on va vous donner, c'est vous. Donc si je vous dis plus, ça veut dire que vous allez être dans une situation positive et bienveillante, et que vous allez traiter l'autre personne d'égal à égal. Vous allez la respecter, vous n'allez pas avoir d'a priori sur elle, etc. Ça, c'est le summum. Donc, je pense que là, j'espère en tout cas, que vous pouvez classer la plupart de vos rapports humains et sociaux avec de ce type-là. Mais ce n'est pas tout. On a un deuxième rapport qui est celui du plus-moins. Plus-moins, ça veut dire que dans la relation, il y a une des deux personnes qui va se placer excessivement au-dessus. Donc c'est là qu'on va avoir une personnalité un peu égocentrique, voire même condescendante, etc. Et donc ça sera la partie plus, la partie qui va monopoliser cet aspect hyper positif, même si le mot est mal choisi. Et en face de ça, on va avoir une personne connotée moins, donc c'est pour ça que la relation est plus-moins. Et cette personne va être complètement reléguée, minorée, voire même blâmée, etc. Donc il y a vraiment une relation dévalorisante de dominant à dominé. Donc là, vous pouvez vous situer d'un côté ou de l'autre en fonction des rapports que vous avez. Le troisième, c'est une relation moins plus, c'est-à-dire que la première personne, elle manque de confiance en elle, donc connotée négativement. Elle se dévalorise. Elle dit forcément que les autres et tous les autres ont plus de valeur qu'elle. Donc voilà, on est dans une situation aussi déséquilibrée que tout à l'heure, mais sans forcément l'influence négative de quelqu'un qui est égocentrique. Et enfin, le dernier point, donc là malheureusement c'est, vous l'aurez compris, le plus dramatique en soi, c'est une relation moins, donc doublement négative. C'est-à-dire qu'à la fois, on manque de confiance, on se rabaisse, etc. Pas de valeur. Et donc, mais en plus, on considère que tous les autres n'ont pas de valeur, que le monde ne veut pas la valeur. C'est malheureusement des profils qui apparaissent lorsque on a des personnes dépressives, il y a des addictions aussi, que ce soit des alcoolismes graves aussi, etc. Ça fait partie de ce genre. Donc rappelez-vous, c'est très simple, même si des maths, c'est pas forcément votre truc, mais plus, la relation est idéale, vous considérez l'autre égal à égal.
Plus-moins, c'est un petit peu dominant-dominé. Moins-plus, c'est un sentiment d'infériorité. Et moins-moins, c'est un peu la dépression, c'est l'ambiance dépressive. Donc ça, c'est l'analyse transactionnelle. Ça vous permet déjà de donner une connotation et une indication par rapport au type de rapport que vous allez pouvoir entretenir avec la personne avec qui vous avez cette relation. Et ça en dit beaucoup, du coup, finalement, sur ses besoins à lui. Si on recoupe après avec ça, ça permet... C'est vrai que cette théorie d'analyse transactionnelle nous permet de nous positionner nous, enfin détacher nos comportements de soi en fait. C'est peut-être compliqué à expliquer, mais c'est vraiment se positionner moi. Je me positionne moi en plus. Donc moi, j'arrive sans jugement, sans a priori que l'autre est aussi bon, a la valeur autant que moi. Donc on est vraiment dans cet équilibre, dans cet égal à égal. Et dans la façon dont je positionne vous dans cet équilibre en fait. Donc vraiment arriver positif dans tous les cas finalement. Si tu arrives positivement dans tous les cas, tu dévalorises l'autre ou pas, si tu le sauras en fait. C'est un vrai exercice, hein. C'est pas facile à... Ça s'appelle les 4 positions de vie, si vous voulez aller voir... pour aller plus loin. Pour aller plus loin, c'est très on fera sans doute un article dans pas longtemps aussi. C'est tout bête, mais qu'on ne fait pas quoi en fait. Ouais. Ça c'est extraordinaire, parce qu'une fois qu'on se positionne dessus, tu dis bon bah c'est bon, moi je sais faire, c'est bon, je suis en jugement et tout, mais en fin de compte, dans le quotidien, on ne le fait pas. Et ça nous replace, C'est vraiment un apprentissage, c'est vraiment une connaissance qu'il faut approfondir. C'est un outil qu'il faut s'approprier. C'est un outil qu'il faut s'approprier, et c'est pour ça que la démarche, elle est souvent la même. On va malheureusement ou heureusement répéter toujours la même chose, c'est qu'il existe de nombreux outils et il faut que chacun puisse à la fois en prendre connaissance et surtout ensuite les maîtriser pour voir ceux qui conviennent le mieux à lui-même. On rappellera toujours, la connaissance de soi est importante, et donc avec ces outils-là, on progresse dans cette connaissance de soi. C'est ça. Donc chaque vraiment type de personnalité a besoin a des besoins psychologiques qui lui sont spécifiques. Donc lorsqu'on a besoin les besoins primaires sont satisfaits, les besoins psychologiques, eux, ils proviennent de nos sources de motivation finalement. Donc ça nous motivera pour tel ou tel sujet, dans le travail ou dans la communication tout simplement. On trouve un moyen de communiquer plus adapté, je dirais. Donc vraiment, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ouais, et par rapport à la notion de motivation, c'est vrai que l'identification de ces besoins-là va nous permettre aussi de créer cette motivation. Des fois, vous me dites sans doute que vous ne comprenez pas pourquoi vous avez autant d'entrain pour aller dans telle activité, pour faire telle chose. Et finalement, quand on s'y penche, c'est parce que la recherche de satisfaction d'un type de besoin particulier colle exactement avec la réussite dans cette activité. Et donc, tout s'explique en fait. C'est pas le hasard en fait. Si par exemple, vous investissez d'un coup dans tel type d'activité comme le sport ou peut-être dans votre travail ou dans l'écriture d'un livre, etc. C'est parce que derrière, la satisfaction d'un besoin à poursuivre. Alors, on a des retours un petit peu. Donc, Charlotte nous dit c'est pas évident de se placer dans une catégorie, cela varie en fonction des autres. Ouais, c'est ce qu'on disait aussi. Souvent soi en fait. Ouais, et puis parce qu'on attend beaucoup des autres, et je trouve que c'est pas le. Voilà, il faut vraiment avoir cette interaction, se comprendre soi pour mieux comprendre les autres. Parce que du coup, on ne veut pas dire que c'est la faute de l'autre ou c'est à cause de l'autre. Si ça ne nous convient pas, on tourne les talons et puis voilà, on n'a pas insisté. C'est vrai que dans le travail, c'est pas forcément le cas, mais parce qu'on a des obligations d'atteindre des objectifs. Et là, en plus, peut-être qu'on est soumis parce que le directeur ou le responsable, il te dit, bah non, il faut que tu fasses ça à n'importe quel... Mais toi, tu sais comment il fonctionne. Lui, il a besoin que tu sois soumis. Tu l'es pas, mais si tu comprends ce mécanisme, tu peux t'adapter en fonction de lui. Tu as besoin des objectifs il t'a imposé des objectifs, mais je sais que lui fonctionne comme ça et je ne rentrerai pas dans son jeu. Donc moi, je me positionne, donc toujours dans le positif. Je me positionne moi, je détache son comportement à lui de la position de vie que je dois adopter en fait. Donc on dit souvent que c'est les autres. Il y a des influences, donc c'est pour ça aussi qu'il y a
cette psychologie, ce psychisme à connaître finalement. Si on se comprend soi, c'est pas à nous dire aussi, à nous rabaisser, et dire ah ben non, ben moi j'ai pas envie de faire ça parce que du coup ça m'embête, ça m'amuse, ça me saoule, etc. Dans ce cas-là, on n'avance pas, puisque l'autre elle n'aura pas compris, vous l'avez compris. Et le fait de comprendre, c'est la prise de conscience. Donc je suis en développement personnel, donc je suis en train d'évoluer. Donc en fait c'est souvent le cas, on se dit mais pourquoi moi et pourquoi pas lui? Moi je comprends, lui il comprend pas. C'est fini en fait, on ne communique plus là. Donc le fait d'avoir compris le cheminement de l'autre et se dire je rentre pas dans son jeu pour pas m'affecter moi, pour pas me nourrir de mauvaises choses, du négatif, je vais sortir de là, je sais que je me positionne, je n'ai pas envie de rentrer dans son jeu, donc je vais faire autrement, je m'adapte autrement, j'utilise d'autres outils, je ne vais pas rentrer dans ce système. Sinon, on est toujours en train de dire que c'est les autres. On est toujours en train de dire que c'est les autres. On peut se défiler, on peut se cacher derrière, on peut se dire que moi je suis parfaite. Alors, cette personne-là, elle est nulle par rapport à moi, elle n'a pas de valeur par rapport à moi, ouais, mais du coup elle gueule tout le temps, elle va me donner des objectifs que j'atteindrai jamais. Demander conseil, faire autrement. Tu bascules en plus moins, attention. Mais oui, du coup, c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est ça la prise de conscience. La prise de conscience, c'est vraiment se dire que je suis au courant. Il ne faut pas avoir peur non plus de laisser évoluer les choses. Hein. Il y a beaucoup de réactions qui disent ça dépend des affinités, ça dépend de la relation. C'est vrai parce qu'il y a des gens qui vont avoir des profils qui peuvent être très marqués. Hein, si je prends l'exemple par exemple du plus-moins, il peut y avoir des gens très forts, très puissants au niveau de données égocentriques en fait. Donc ça va être difficile, pour faire court, de leur tenir tête, etc. Donc c'est tout un cheminement. Mais de là à tout le temps reproduire le même comportement, non, il y a des évolutions qui sont possibles. Peut-être pas immédiatement, mais le fait d'en être conscient va déclencher un changement en fait dans l'attitude. Pourquoi? Parce que ça va changer dans la communication. Et si vous communiquez différemment, ça va donner des signaux différents aussi à la personne. Verbal ou non verbal. Voilà. Et l'autre personne va recevoir des signaux différents. Donc c'est à ce niveau-là que votre changement va entraîner des changements chez l'autre. C'est obligé. Ça sera subtil. Parce qu'on ne dit pas qu'il faut tenir tête comme ça à celui. Non, vous rentrez dans son jeu justement. C'est ça. Ça s'appelle les jeux psychologiques, donc c'est la pyramide. Change d'énergie, etc. Mais déjà, voilà. Donc comprendre l'autre. Pour faire court, je vais dire qu'il faudra être plus malin que l'autre personne en fait. Là, dans ce cas d'une infériorité manifeste, il faut être plus malin que lui. Et être plus malin, c'est quoi? C'est déjà comprendre comment lui agit mieux que lui-même le sait. Et donc trouver des moyens plus subtils de contourner. C'est pour ça que lui, il a besoin de faire évoluer lui aussi, parce que c'est ça. Hein, il faut que ça soit une démarche aussi qui profite aussi aux autres. C'est ça l'essentiel d'une relation. Il faut que ça soit partagé. C'est dans les deux sens. Marion disait accepter sa singularité, ne pas chercher à se conformer à tout prix, permet de s'épanouir, accepter d'être différent de ce que les autres attendent de nous. Alors ça, c'est sûr que là, par rapport au positionnement et la connaissance de soi, c'est essentiel. Bien évidemment, hein, on l'avait évoqué déjà il y a quelques temps, il y a des normes sociales, politiques, etc. Hein, notre société est faite de normes. Ce sera le cadre de notre débat, sans doute plus approfondi par rapport à des flux d'énergie quantiques. Mais le fait d'être conscient déjà que chacun est unique, ça peut déjà faire évoluer les choses. Être unique et penser que l'on l'est, ça veut dire que on va s'écouter. On va écouter, ce qu'on disait tout à l'heure, les besoins qui émanent de notre propre personne. Et si on commence déjà à œuvrer dans ce sens-là, ça ne veut pas dire qu'on va se retrouver à la marge de la société, puisqu'on est quand même dans une obligation, en tout cas dans la majorité des situations, de se conformer. Hein. Il y a de la loi, etc. Rien que cette norme-là, on est obligé de s'y conformer. Mais on va pouvoir faire la différence entre être contraint, foncer les yeux fermés dans « on m'a dit que » et pouvoir se positionner pour son bien-être dans les choix et dans les décisions que l'on va faire au quotidien. C'est ça en fait, cette différence qu'il faut percevoir entre je suis contraint pour certaines choses, hein, je veux dire, il faut arriver à l'heure le matin au travail, sinon il n'y a plus de travail, etc. Ces contraintes-là sont un peu rigides. Par contre, par rapport à d'autres décisions, peut-être que là vous n'en voyez pas forcément toutes, vous n'avez pas tout en tête, mais il y a des décisions au quotidien que l'on va pouvoir changer parce qu'on est conscient qu'on a des besoins
différent, parce qu'on est unique, parce qu'on se situe sur telle ou telle phase. Et ça, votre évolution, par rapport au modèle, la plus, moins, etc., c'est vrai que ça dépend, du stade auquel vous vous situez, ça dépend aussi de la personne à côté de laquelle vous évoluez ou de l'environnement dans lequel vous évoluez, mais il faut bien avoir en tête une chose, c'est que le fait déjà d'en être conscient, c'est déjà énorme en fait. Vous avez un coup d'avance. L'ignorance, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. Oui, parce que vous allez toujours retomber dans ces yeux psychologiques, c'est-à-dire que vous allez de cette boucle infernale. C'est des automatismes en fait, c'est des automatismes. Etc. On s'enferme, mais c'est ce que je crois que... C'est ça en fait, c'est une boucle sans fin finalement. Ne pas entrer dans ce jeu-là, c'est super important. Donc la prise de conscience, de vouloir comprendre ce mécanisme est primordial. Après voilà, elle parlait d'échouer souvent dans les parcours malgré l'envie de rebondir. Donc peut-être que là aussi, il va falloir analyser davantage aussi les besoins, vraiment se poser des questions par rapport pas simplement aux résultats de l'action. Hein, s'il y a échec, il faut peut-être remonter un peu plus loin, remonter à la source et se positionner pour voir un petit peu le cheminement qu'il y a eu. Peut-être que le cheminement est identique et donc conduit toujours au même résultat. Donc changer, c'est pas simplement offrir une voie de sortie entre guillemets différente. C'est peut-être revoir tout le processus de construction pour pouvoir évoluer. C'est ça en fait, c'est cette question-là qu'il faut se poser. C'est remonter vraiment à la source. Alors c'est là, c'est le travail sur soi. C'est là que ça intervient. Donc c'est pour ça que la connaissance de soi elle est essentielle. Il faut vraiment, et c'est un travail qui peut être long, qui peut être profond, qui peut être dérangeant aussi. Il faut le dire, hein, parce que c'est être en face de soi, c'est le pire. C'est pire. Hein. Il peut y avoir fuite. C'est pour ça qu'il peut y avoir fuite, mais dans ce cas-là, il y aura répétition des mêmes patterns un petit peu. Donc il n'y a pas d'évolution. Donc en fait c'est ça. Je crois que ce qu'il faut comprendre là pour parler d'échecs répétés, il faut vraiment que ça éclaire sur le processus qui a conduit. Donc retourner à l'origine, donc forcément au choix que l'on a pu faire par rapport à ça. Non, c'est se comprendre, hein, tout simplement. Donc, on comprend plein de choses en plus. Et Maryse disait, l'un de ces besoins que l'on ne peut combler, celui qui est primordial à notre développement, à notre évolution, peut à un moment donné nous faire perdre pied. L'a vécu il y a plusieurs années, donc c'est vrai que voilà. Après chaque parcours aussi, chaque parcours est unique, hein, puisque chaque personne est unique. Donc c'est vrai que le fait d'avoir à gérer ce genre de choses, trouver son équilibre, c'est pas simple en fait. C'est pour ça que ça prend des fois du temps. Et c'est pour ça que plus les outils sont nombreux, plus on va pouvoir piocher dans celui qui va pouvoir nous correspondre pour qu'on puisse comprendre. Parce que souvent, hein, je rebondis sur ce qu'on disait aussi, quand il y a échec, c'est qu'on n'a pas trouvé la solution. Or, normalement, si on pense autrement, tout a une solution. Ou dans cet échec, on peut avoir des leçons. On peut avoir des leçons aussi, tout a une solution. Donc il faut remonter un petit peu, il faut se poser des questions, il faut voir, il faut analyser. L'échec est bon, ça veut dire aussi que bah, tiens, là je ferai meilleur. C'est sûr. À ce moment-là, je refais pareil. Non, je ne ferai pas pareil puisque là, j'ai pas validé. Donc, ok, je vais mettre un autre moyen, un autre outil en œuvre pour permettre à atteindre mes objectifs et donc ne pas perdre aussi cette vision de son but, hein, puisque c'est ça aussi, la réalisation de soi, c'est aussi se mettre des objectifs, hein, c'est rêver aussi au plus grand, au contraire. L'échec n'est pas négatif en fait, hein. L'échec c'est une expérience supplémentaire qui a été vécue. On lui donne cette connotation négative, mais tout simplement, et si c'était pas positif? Moi j'appelle ça des expériences, pas des erreurs, ni des échecs. Si cette expérience justement nous permettait de nous éclairer sur quelque chose d'autre. Hein, souvent on dit, si j'avais pas raté entre guillemets cette chose-là, j'aurais pas pu réussir cette autre chose à côté. Finalement c'est ça. Peut-être que tu attends d'avoir cette réussite de façon immédiate, mais simplement c'est une réorientation un peu de ton chemin. Et il faut se nourrir de cette expérience. Et pour se nourrir de cette expérience, il faut l'analyser, il faut la comprendre et il faut que tu puisses continuer à enrichir cette connaissance de toi, de soi, de toi. Charlotte dit qu'elle croit que l'évolution se fait systématiquement en prenant de l'âge. Oui et non. Non, alors oui et non, pourquoi? Oui et non. Vas-y. Non, vas-y. Oui et non, pourquoi? Alors, pourquoi on dit que c'est en prenant de l'âge? Parce que finalement, c'est quoi? C'est l'accumulation d'expérience en fait. On peut très bien arriver au même niveau que quelqu'un d'ancien, mais en ayant eu une vie beaucoup plus riche d'expériences en fait. C'est pour ça que la multiplication des expériences, quelle qu'elle soit,
va nourrir cette connaissance de soi. C'est aussi simple que ça. Hein. Vous prenez, je ne sais pas, n'importe quel... On peut venir aussi le vieux schnock aigri qui ne comprend pas les autres, et pourtant il est plus âgé. Mais c'est pas pour autant qu'il est... C'est pas l'âge en fait. C'est voilà, pas parce qu'on atteint cet âge-là qu'on aura plus de réponses, qu'on aura plus de sagesse, entre guillemets. En fait, c'est l'expérience. Je vais prendre une métaphore. C'est l'expérience avec lesquelles on prend des leçons, oui, c'est ça, rapports, sur lesquels on a une réflexion aussi. Hein. Il ne suffit pas de faire pour faire en fait. Hein. Il faut faire et comprendre aussi. Pourquoi on réussit, pourquoi on perd. C'est comme un sportif. Un sportif va acquérir des compétences, il va développer ces compétences-là en pratiquant. Si quelqu'un ne pratique jamais, il ne pourra pas progresser. Donc cette expérience, elle naît là aussi de tout ça. Et la vie, c'est même plus encore que ça. Donc ce sont ces différentes phases d'expérience qui vont enrichir la connaissance que vous allez pouvoir avoir de vous, qui va vous permettre d'alimenter cette réflexion et donc de pouvoir identifier ses besoins, d'aller dans telle direction et surtout de faire tel choix, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce chemin de vie, cette expérience est faite de choix. C'est pour ça que je reviens à ce qu'Anaëlle disait aussi. Ces choix, des fois, conduisent à un résultat que toi tu connotes de façon négative. Donc, essaye de voir les choses avec un autre angle, hein, parce que souvent, hein, quand on dit qu'il y a toujours une solution, c'est simplement qu'on ne regarde pas la réalité n'est pas forcément voilà, la réalité. avec l'angle qui correspond, hein, parce qu'en changeant peut-être d'angle de perspective, on voit les choses différemment, et c'est souvent là, hein, quand des fois, sur l'instant, on a un problème, on dit je vais aller dormir et demain on verra, et c'est simplement qu'on a changé d'angle de réflexion, qu'on a mis un peu de côté certaines de nos limites, et qu'on peut voir finalement la limpidité de la solution. Il y a après Maryse qui disait, quand je parlais de ce besoin, elle parlait, je devrais plutôt parler de manque. Effectivement, le besoin n'est pas... C'est un peu vital aussi finalement, c'est le besoin de satiété de quelque chose, de sécurité, parce que tu as peur, tu n'es pas à l'abri, tu es dehors en SDF, etc. Et après, ça peut être une personne aussi, une personne qu'on a perdue, etc. C'est vrai que là, c'est difficile de combler ce manque-là. Donc, il faut pouvoir identifier ce besoin aussi. Ce besoin, peut-être que c'est sûr, c'est sans doute tourné vers une personne en particulier, mais peut-être qu'il y a d'autres façons aussi de satisfaire ce besoin-là en différenciant aussi. Donc, c'est complexe en tout cas. C'est complexe et comme on le répète, chacun est unique aussi. Chacun est unique aussi. Un peu soi-même en fait. Ouais. Donc c'est vraiment cette théorie humaniste que nous ont inculqué Eric Berne ou Nietzsche ou Maslow nous intéresse sur notre voie en fait, en tout cas du bien-être dans tous ces états, hein, puisque là c'est vraiment pas un bien-être. Ça doit nous éclairer aussi, hein, je veux dire, c'est tellement de gens qui ont passé du temps à réfléchir et à produire des théories que les laisser de côté, non. Après, comme on le dit à chaque fois, il y a à apprendre, il y a à laisser, il y a ce qui convient et ce qui ne convient pas. Et le fait déjà d'avoir conscience, de connaître en fait tout ça, ça permet déjà de se positionner et sans doute de faire des choix différemment, parce qu'on parlait d'expérience tout à l'heure, mais le fait de lire, d'échanger aussi, c'est là aussi dans ces situations-là qu'on peut acquérir davantage de connaissances et d'expérience. Ben voilà. Ça sera le mot de la fin. Je crois que c'est le mot de la fin, puisque du coup on est parti pour une bonne heure encore là, sinon. Ça sera l'objet d'un prochain. Si vous avez des sujets aussi qui sont liés à cela, n'hésitez pas. Vous avez envie aussi des sujets qui vous tiennent à cœur aussi, n'hésitez pas à nous en faire part sur le groupe Facebook Total Bien-être, hein, ou directement sur la page ou par message. De toute manière, on reste connecté. Hein, donc ouais. On a le site aussi qui fonctionne, une mise à jour demain avec un article sur le jeûne aussi. Le jeûne qui permet, vous allez voir, d'en apprendre beaucoup aussi sur soi-même, écrit par notre nouvelle collaboratrice Emmanuelle Bautreau. Et demain, enfin, des bonnes surprises pour celles et ceux qui habitent à La Réunion. Il sera possible, on parlait d'expérience, il sera possible aussi de réserver des expériences, notamment avec Didier Waro. Donc vous irez voir sur le site un petit peu, on donnera tous les détails. Donc ça sera notre nouvelle rubrique expérience que nous mettons en ligne dès demain. Voilà. Voilà, mais je vous
souhaite une excellente début de soirée pour ceux qui sont dans l'Hexagone et puis pour nous ici, l'heure de manger. Satisfaire un besoin physiologique. Merci à tous à vous. et à très bientôt. À très vite. Bye bye. Bye bye.